Parmi elles, Manchester, au nord de l'Angleterre, va connaître un incroyable essor et va devenir en quelques décennies la capitale de l'industrie du coton. Avant la révolution industrielle, le coton était tissé à domicile, réservé à l'usage personnel. Ce travail était parfois réalisé par de petits commerçants, mais dès la fin du XVIIIe siècle, avec l'arrivée des métiers à tisser mécaniques, des marchands prospères commencent à rassembler les travailleurs sous un même toit et à créer les premières usines au monde. Grâce à l'énergie créée par ces fleuves qui permet de faire tourner les machines et à son climat humide qui donne aux fibres de coton leur résistance, Manchester devient rapidement le cœur de cette nouvelle industrie florissante. Mais pour Mike Neville, spécialiste de l'histoire des techniques, les fleuves et le climat ne sont pas les seules raisons de l'essor de Manchester. Manchester est une ville ouverte au XVIIIe siècle. Elle n'est gouvernée ni par un maire, ni par une assemblée de marchands. Ce n'est qu'un domaine seigneurial, donc tout y est permis. C'est une oligarchie du textile. Il y a 6 ou 7 familles, les Byron, les Mosley, et ils dirigent la ville de Manchester comme une gigantesque usine. Vers le milieu du XIXe siècle, Manchester est devenu l'atelier du monde et a gagné le surnom de Cotonopolis. Important du coton depuis les Amériques, 108 filatures surgissent dans toute la ville. Elles attirent fermiers et artisans venus de tout le pays dans l'espoir de bâtir une vie meilleure dans cette ville qui dorénavant est la 2e du Royaume-Uni. C'est intéressant de travailler dans une filature car la paye et les conditions de travail sont meilleures que celles des ouvriers de la ferme. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, cela nous paraît pénible. Des journées de 12 heures, pratiquement aucune pause, des installations sanitaires quasiment inexistantes avant la moitié du XIXe siècle. Ce sont aussi des gens qui sont payés à la pièce, donc payés selon la quantité qu'ils produisent, ce qui les incite à travailler beaucoup plus dur et à prendre moins de pauses, moins de repos. Il y a donc des risques, de véritables risques de blessures ou de mort, car les machines ne sont pas sécurisées. L'arrivée de machines de plus en plus performantes bouleverse l'organisation du travail et fait également émerger une toute nouvelle classe d'ouvriers. Avec ce type de machine, il faut une main-d'œuvre importante pour les faire tourner. Des centaines de personnes dans chaque filature. La composition de cette main-d'œuvre est très intéressante. Ces machines sont utilisées quotidiennement par des femmes aidées de jeunes enfants qui pouvaient ramper à l'intérieur des machines et les nettoyer pendant qu'elles tournaient. Les hommes, quant à eux, dirigent et surveillent. Ce sont les contremaîtres. C'est une grande opportunité d'emploi pour les femmes. Elles ne sont pas clairement aussi bien payées que les hommes, loin de là, mais c'est la première fois dans la révolution industrielle que les femmes sont employées en masse dans une ville industrielle. Afin de loger cette classe ouvrière en pleine expansion dans des villes comme Manchester, Birmingham, Bradford et Leeds, les propriétaires d'usines créent un mode de vie industrialisé, les back-to-back houses, de modestes maisons adossées les unes aux autres. Construites en un temps record et le plus près possible des fabriques, elles sont alignées le long d'interminables ruelles étroites. Très rapidement, ces quartiers vont devenir tristement célèbres pour la pauvreté et les maladies qui y règnent. En réalité, il s'agit d'entasser un maximum de monde dans le plus petit périmètre possible et en dépensant le moins possible. C'est pratiquement une marchandisation des personnes. Les personnes, plutôt que les bâtiments eux-mêmes, deviennent des biens desquels on peut soutirer de l'argent, car ils paient un loyer. C'est pour cette raison que l'on construit ces bâtiments aussi bon marché que possible. Malgré les conditions difficiles, la main-d'œuvre bon marché continue d'arriver des campagnes. Et avec la constante augmentation de la demande mondiale pour les produits britanniques, les mines et les usines se développent et prospèrent au Royaume-Uni. Il y a ces transformations que l'on peut voir dans le paysage, mais il y a aussi des changements dans la géographie humaine. Car évidemment, avec la croissance de ces pôles industriels, on crée des écoles, des hôtels de ville, des chapelles méthodistes. Tout cela se développe et crée des communautés qui dépendent de ces industries.